Eh bien, bienvenue à une autre soirée de vendredi. Nous poursuivons notre série sur les prisons créées par le traumatisme complexe, sans que nous en ayons conscience. Dans l'enfance, nous développons des moyens de faire face, de penser et de ressentir pour survivre. Nous nous adaptons et cela semble fonctionner. Cela nous garde en sécurité. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que cela crée des schémas subconscients qui, en réalité, empêchent des relations saines, nous faisant du mal à nous-mêmes et aux autres de manière répétée. Il est si difficile d'en sortir parce que notre cerveau subconscient considère ces comportements comme nos réglages par défaut. Ce qui a fonctionné quand nous étions en danger durant notre enfance. Il n'accepte pas que nous devons changer. Désormais, si nous sommes entourés de personnes de confiance et dans des relations saines, nous devons vraiment penser et agir différemment. Pourtant, cela continue de nous ramener aux vieilles habitudes de l'enfance. Nous nous retrouvons donc enfermés dans une prison. Ce dont je veux parler ce soir, c'est de l'échec. Pour moi, c'est l'une des prisons les plus douloureuses que la plupart des personnes ayant vécu un traumatisme complexe ne réalisent même pas qu'elles peuvent avoir. Ce qui arrive à beaucoup d'entre elles, c'est qu'elles commencent à bien se reconstruire. Mais dès qu'elles approchent du succès, quand tout va bien, quelque chose se déclenche qui les pousse à saboter leur rétablissement et à retourner à l'échec. En apparence, c'est comme si elles travaillaient très dur pour réussir, pour changer, pour faire une différence dans leur vie. Pourtant, elles ne sont pas conscientes de ces dynamiques cachées qui les poussent à saboter tout progrès, tout succès, tout changement positif et à replonger dans l'échec. En conséquence, beaucoup de personnes en rétablissement n'avancent jamais au-delà d'un certain point parce qu'elles vont très loin, puis sabotent tout et retournent à l'échec. Il est important de comprendre que ce qui découle du traumatisme complexe pour ces personnes, c'est que l'échec est leur norme. Se sentir comme un échec, être puni pour un échec, et ne pas être capable de bien faire les choses. L'échec devient leur zone de confort. C'est ce qu'elles connaissent. C'est familier. Cela leur semble presque sécurisé, même si cela fait terriblement mal, d'une certaine manière. Donc désormais, chaque fois qu'elles s'engagent dans le changement, chaque fois qu'elles se retrouvent dans l'inconnu, elles craignent l'échec. Quelque chose de mauvais pourrait arriver. À chaque moment de stress, à chaque succès, ou chaque fois qu'elles essaient quelque chose de nouveau qui fonctionne, leur cerveau se dit « Oh là là, nous allons probablement échouer de toute façon. On échoue toujours. Ça semble tellement inconfortable. Je n'aime pas ça. Sabotons-le et retournons à l'échec. » Au fond d'eux, ils ont cette croyance et ce sentiment d'être un échec. Ils se perçoivent comme des échecs. Alors maintenant, ils doivent faire en sorte que tout dans leur vie actuelle corresponde à cette croyance et à ce sentiment. Si quelque chose survient qui ne correspond pas à cette croyance et à ce sentiment, ils doivent le saboter et revenir à ce qui leur semble être la bonne croyance et le bon sentiment. J'espère que cela vous donnera un aperçu aujourd'hui, car c'est essentiel d'en prendre conscience, afin que vous puissiez changer cela, guérir et sortir de cette prison. Comme nous l'avons dit ces dernières semaines, je vous ai proposé un test rapide de 10 questions, juste pour vérifier si cela pourrait être un piège ou une prison dans votre vie. Répondez. Ainsi, cela est complètement faux pour vous 2. Si c'est plutôt faux 3, si c'est légèrement plus vrai que faux. 4, si c'est modérément vrai. 5, si c'est principalement vrai. Nous considérons que si vous obtenez un 5 ou un 6 à l'une des questions, alors cela représente potentiellement une prison pour vous, un véritable piège dans votre vie. Voici les 10 questions. 1. Je me sens moins compétent que les autres en matière de réussite. 2. Je me considère comme un échec dans mes réalisations. La plupart des gens de mon âge réussissent mieux professionnellement que moi. 4. J'ai échoué en tant qu'étudiant. Je me sens moins intelligent que la plupart des personnes que je fréquente. 6. Je ressens de l'humiliation à cause de mes échecs professionnels. 7. Je me sens embarrassé devant les autres parce que je ne suis pas à la hauteur au niveau des accomplissements. J'ai souvent le sentiment que les gens pensent que je suis plus compétent que je ne le suis réellement. 9. Je sens que je n'ai pas de talent particulier qui compte vraiment dans la vie. 10. Je travaille en dessous de mon potentiel. Donc, si vous obtenez un score entre 10 et 19, ce piège de vie ne s'applique probablement pas à vous. Un score entre 20 et 29 peut s'appliquer occasionnellement. Un score entre 30 et 39 indique probablement que c'est un problème dans votre vie. Un score entre 40 et 49 signifie certainement un piège de vie important que vous devez examiner de près
et un score entre 50 et 60 révèle l'un de vos pièges de vie fondamentaux. Alors d'où vient cette prison de l'échec, ce besoin de toujours y revenir pour se sentir normal? Ce que j'espère que vous comprenez, c'est que cela provient d'un traumatisme complexe. Malheureusement, voici quelques-unes des façons dont cela peut se manifester. Et cela peut provenir de divers aspects du traumatisme complexe qui alimentent cet état d'esprit. Je vais vous présenter un large éventail de facteurs possibles qui contribuent à cette manière de penser et de ressentir, qui finit par devenir une prison. Premièrement, vous aviez un parent, souvent votre père, qui était très critique à l'égard de vos performances à l'école, dans le sport ou dans tout ce que vous faisiez. Rien n'était jamais assez bien. On trouvait toujours des défauts dans vos efforts, quelque chose n'allait jamais. On vous a souvent traité de stupide, d'incapable ou d'échec. Vous avez peut-être entendu dire que vous ne saviez rien faire de bien et que vous n'iriez jamais loin. Deuxièmement, un ou les deux parents pouvaient être abusifs. Alternativement, un ou les deux parents étaient très performants et vous en êtes venu à croire que vous ne vivriez jamais à la hauteur de leurs exigences élevées. Vous aviez l'impression de ne jamais pouvoir atteindre leurs attentes et par conséquent, vous avez cessé d'essayer. Troisièmement, vous avez ressenti que l'un ou les deux de vos parents ne se souciaient pas de votre réussite, ou pire, se sentaient menacés lorsque vous réussissiez. Votre parent pouvait avoir une attitude compétitive à votre égard, ou craindre de perdre votre affection si vous réussissiez trop bien dans la vie. Quatrièmement, vous avez pu vous sentir inférieur aux autres enfants. Que ce soit à l'école ou dans le sport, vous n'étiez pas aussi doué qu'eux. Vous aviez peut-être un trouble d'apprentissage, des difficultés de concentration, un TDAH, ou vous étiez peut-être très maladroit. Par la suite, vous avez cessé d'essayer pour éviter l'humiliation. Ensuite, cinquièmement, vous aviez des frères ou des sœurs avec qui vous étiez souvent comparé défavorablement. Vous en êtes venu à croire que vous ne seriez jamais à la hauteur, alors vous avez arrêté d'essayer. Donc, il y avait beaucoup de comparaisons dans votre famille. Sixièmement, vous veniez d'un pays étranger. Vos parents étaient immigrants, ou votre famille était plus pauvre ou moins éduquée que vos camarades d'école. Vous vous sentiez inférieur à vos pairs et n'avez jamais eu l'impression de pouvoir rivaliser. Septièmement, vos parents ne vous ont pas fixé assez de limites. Vous n'avez pas appris l'autodiscipline ni la responsabilité. Par conséquent, en grandissant, vous aviez du mal à faire vos devoirs régulièrement, à adopter des méthodes de travail efficaces ou à conserver un emploi, ce qui a finalement mené à des échecs. Maintenant, voici quelques éléments plus subtils. Vous avez grandi dans un foyer où il y avait un cycle de violence entre maman et papa. Les choses allaient vraiment bien pendant un certain temps. Tout le monde faisait de son mieux. Mais ensuite, le stress commençait à s'accumuler. Personne n'en parle parce que personne ne veut gâcher la lune de miel. La pression continue de s'accumuler. Le stress ne cesse d'augmenter jusqu'à ce qu'il y ait une violente explosion. Ensuite, tout le monde se sent mal à ce sujet et retourne à sa lune de miel. Et ce cycle se répète. Ce qui peut arriver avec un enfant, c'est que peu importe à quel point les choses vont bien, quelqu'un finit par se blesser, par un échec, par un acte de violence. L'autre chaussure finit toujours par tomber. Et cela les amène à penser que la vie est un cycle. Dès que les choses commencent à bien aller, la lune de miel, tout s'effondrera. Une autre chose qui émerge d'un traumatisme complexe, de manière très subtile, c'est que l'enfant nourrit cet immense espoir d'être aimé. Il croit que ses besoins vont être satisfaits, qu'il sera valorisé, qu'il va se connecter avec ses parents s'il fait assez d'efforts, s'il s'adapte, s'il fait les bonnes choses. Et chaque fois qu'il s'adapte et essaie quelque chose de nouveau, il espère que papa va l'aimer cette fois, que papa répondra à ses besoins cette fois, et ça ne se produit pas. Et ses espoirs s'effondrent. Cela dure des années. Nous avons souligné que généralement, vers 12 ou 13 ans, l'enfant commence à se rendre compte. Chaque fois que je m'enthousiasme, ça n'arrive jamais. Alors il se dit, je vais arrêter d'espérer parce que ça fait trop mal d'avoir ces espoirs brisés. Non seulement mon besoin n'est pas comblé, ce qui est douloureux, mais mes espoirs sont également anéantis, ce qui fait aussi mal, donc je vais cesser d'espérer. Maintenant, dans le processus de guérison, les choses commencent à bien se passer et ses espoirs remontent. Il se dit « Non, 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 je ne peux pas me réjouir parce que quelque chose de mauvais va toujours arriver. Allez, sabotons tout ce qui va bien et revenons en arrière pour ne plus avoir d'espoir. » Une autre chose courante
qui ressort d'un traumatisme complexe, c'est la culpabilité. L'enfant ressent qu'il a fait quelque chose qui lui fait penser. Je ne mérite pas une bonne vie. Je mérite d'être puni. Par ailleurs, il peut ressentir une culpabilité injustifiée. Il a été accusé de toutes sortes de choses qu'il n'a en fait pas commises, mais il a été blâmé pour cela. Il accumule cette culpabilité qui le fait se sentir comme un échec complet et croire qu'il ne mérite pas une bonne vie. Par conséquent, chaque fois que de bonnes choses commencent à arriver, il doit les saboter. Une autre réalité qui ressort d'un traumatisme complexe est qu'il y a beaucoup de chaos et de drames. Ils sont constamment dans leur système nerveux sympathique. Donc, dès que la vie devient paisible, dès que la vie devient routinière et calme, et qu'il n'y a pas de chaos, lorsqu'ils sont dans leur système nerveux parasympathique, cela leur semble ennuyeux. Cela leur semble ennuyeux. Mort, quelque chose en eux se dit « Je dois saboter cela et revenir au chaos parce que c'est ce qui me semble normal ». Malheureusement, pour beaucoup de personnes sortant d'un traumatisme complexe, l'échec n'était pas quelque chose dont elles ont appris et qui s'est transformé en positif. L'échec n'était pas traité avec compassion, l'échec était traité avec une punition sévère. Cela signifiait que l'enfant n'avait pas juste fait une mauvaise chose. Pour l'enfant, cela signifiait « Je suis une mauvaise personne, je suis un échec ». Ils n'ont pas seulement échoué dans leurs actions, ils ont ressenti qu'ils étaient un échec. Cela a entraîné encore plus de douleur intérieure et de honte. D'autres enfants, en revanche, lorsqu'ils échouaient, c'était une des rares fois où les parents intervenaient pour les réconforter, pour se connecter avec eux, pour les soutenir. Ils commencent donc à penser « Mes parents ne veulent pas se connecter avec moi quand tout va bien, mais ils veulent se connecter avec moi quand j'échoue. Donc, je vais continuer à échouer parce que c'est à ce moment-là que les gens veulent se connecter avec moi. » D'autres enfants ont grandi dans des foyers où, presque comme leur religion leur enseignait, ils sont un échec. Ils ne peuvent rien faire de bien. Ils vont toujours échouer. S'ils réussissent trop, on les accuse d'orgueil. S'ils prennent trop de plaisir, on leur dit que c'est un péché, que Dieu ne sera pas content d'eux. Donc, ils continuent à retourner vers l'échec. Cela semble être ce qui est attendu. Cela semble être la norme. Une autre chose qui peut se produire à la suite d'un traumatisme complexe est la confusion autour de la douleur. Certaines personnes ont grandi avec leur père disant « Je t'aime, c'est pourquoi je te fais du mal ». Ainsi, la douleur et l'amour se sont mélangés. Quand j'ai mal, cela doit signifier que quelqu'un m'aime. Ensuite, la douleur était juste leur normalité. Ils ne pouvaient pas apaiser leurs émotions douloureuses. Ils ne pouvaient pas résoudre leurs problèmes. Cela est donc devenu leur normalité, leur réglage par défaut. Cela semble juste, cela semble même confortable d'être dans la douleur. Je sais quoi en faire, c'est une partie de ma vie. Pour certains, la douleur était quelque chose qu'ils avaient besoin de s'infliger, comme Johnny Cash, afin de confirmer qu'ils sont toujours en vie, qu'ils peuvent encore ressentir. Ils avaient tellement refoulé leurs émotions qu'ils se sentaient morts à l'intérieur. La seule façon qu'ils avaient de confirmer qu'ils étaient vivants et qu'ils ressentaient quelque chose, c'était de se dire « j'ai besoin de me faire du mal ». L'échec faisait partie de ça. D'autres avaient besoin de se sentir en contrôle pour ne pas être blessés. Dès qu'ils traversaient un changement ou l'inconnu ou un succès, un terrain complètement nouveau, ils ne se sentaient plus maîtriser la situation. Du coup, ils avaient besoin de provoquer l'échec, car c'était quelque chose qu'ils pouvaient contrôler. En se sabotant, ils contrôlaient ce sabotage et retrouvaient un certain pouvoir. Ils ressentaient de nouveau un peu de contrôle, tandis que le changement et l'inconnu les laissaient se sentir impuissants. Pour beaucoup, la culpabilité et la douleur étaient une façon de se punir. C'était leur manière de dire « je vais faire régner la justice. Tu as commis le crime, maintenant tu vas purger ta peine. Je vais me punir. » Pour d'autres, lorsqu'ils ressentaient de la douleur, l'échec attirait l'attention. C'était à ce moment-là que les autres les remarquaient, les aidaient et les soutenaient, ce qui menait à des résultats positifs. Pour certains, la douleur et l'échec libèrent des opioïdes dans le corps, leur permettant de se sentir mieux. Tous ces facteurs étaient très importants pour commencer à faire de l'échec une norme, un réglage par défaut, qui est devenu leur prison. On peut donc voir qu'il y a plein de petites choses qui peuvent toutes contribuer, mais elles découlent toutes de traumatismes complexes. Permettez-moi maintenant d'entrer un peu plus dans le détail des caractéristiques de quelqu'un qui a fait de l'échec son réglage par défaut et qui, par conséquent, sabote son succès. L'échec est devenu sa prison. Ils hésitent à rechercher des activités agréables parce qu'ils pensent « je ne le mérite pas ». Ils laissent les autres les exploiter ou en profiter.
comme s'ils se mettaient à la disposition des autres pour être utilisés. Ils laissent les autres marcher sur leurs pieds. Ils offrent leurs services à des personnes qu'ils savent les utiliser. Ils se concentrent sur leurs pires traits. Si les gens leur posaient des questions à leur sujet, ils mettraient en avant ce qu'ils ont de négatif. Ils ont tendance à saboter leur bonne fortune. Ils portent un poids énorme de honte. Je ne suis pas assez bien. Je suis inférieur. Je suis un échec. Pour la plupart des gens, cela se manifeste par ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas authentique. Ce que vous voyez, les bonnes choses, fait de moi un imposteur parce que ce n'est pas la vraie image de moi. Beaucoup ressentent une colère profonde, tournée contre eux-mêmes. Ils peuvent exprimer cette colère de façon externe envers les autres, mais une grande partie de cette colère est dirigée vers l'intérieur. Cela signifie souvent qu'ils ont un deuxième réglage par défaut de colère et un troisième réglage par défaut de culpabilité, se sentant toujours comme s'ils avaient gravement échoué. Ils ne méritent pas une bonne vie. Ensuite, ils s'obsèdent sur de petites erreurs. S'ils font quelque chose de gênant, s'ils commettent une petite erreur, leur esprit tourne en boucle là-dessus pendant des jours. Ensuite, il y a une grande peur. La peur de se faire des illusions. Nous en avons parlé. La peur d'être blessés chaque fois qu'ils entrent dans une nouvelle relation. La peur de l'échec chaque fois qu'ils essaient un nouveau travail ou un nouveau projet. Une peur constante au travail d'être licencié, d'être convoqué par le patron, d'être exposé comme incompétent. La peur de faire confiance à qui que ce soit. La peur de ne rien contrôler. Une peur même de réussir, car le succès implique le changement. Le succès implique un territoire nouveau où vous n'êtes jamais allé auparavant, l'inconnu. Et donc, vous ne savez pas comment y évoluer et vous avez peur de probablement échouer. Alors, comme quelqu'un l'a dit, il vaut mieux vivre dans l'enfer que je connais que dans le paradis que je ne connais pas. Alors, sabotons-le et retournons à l'enfer familier. Une autre caractéristique de cet enfermement dans l'échec est l'incapacité à rester dans des émotions inconfortables. Dès qu'ils ressentent des émotions difficiles, ils disent « je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas tenir, je ne peux pas supporter ça ». Ils préfèrent retourner à quelque chose de familier qu'ils savent gérer, retourner à l'échec et la douleur. Cette personne amplifie ses échecs et minimise ses succès. Elle choisit des personnes et des situations qui conduisent à la déception. Généralement de manière inconsciente. Elle choisit des personnes qui vont la laisser tomber. Elle choisit des situations où elle va échouer, où elle sera maltraitée. Il existe bien d'autres options meilleures, mais, inconsciemment, elle opte pour celles qui renforcent cet échec. Elle rejette ou neutralise les tentatives d'aide des autres. Elle est donc très résistante à toute bonne aide après des événements personnels positifs. Pour une nouvelle réussite ou un accomplissement, c'est comme si elle avait cette gueule de bois, où elle se sent déprimée et pleine de culpabilité. Elle a l'impression de ne pas le mériter, et parfois elle se livre à des comportements qui provoquent de la douleur, sabotant tout. Ces personnes poussent souvent, sans le vouloir, les autres à se fâcher contre elles, à leur faire du mal. C'est presque comme s'ils appuyaient sur les boutons des autres pour les agacer, les pousser à réagir négativement envers eux, et ainsi les conduire à poser des limites. Ils incitent les autres à dire des choses négatives à leur sujet. Tout cela, ils le provoquent afin que les autres confirment qu'ils sont des échecs. Ils refusent les moments de plaisir et hésitent à reconnaître qu'ils peuvent profiter de la vie. Une partie d'eux croit ne pas mériter le plaisir. Une autre partie ne veut même pas admettre que la vie peut s'améliorer. Ils ne s'intéressent pas aux gens ou rejettent ceux qui les traitent bien. Dès qu'une personne les respecte, les aide, prend soin d'eux ou les soutient, ils la repoussent. Ils ne veulent pas de cette personne dans leur vie, car ils ne se sentent pas dignes de ça. Ils travaillent en dessous de leurs capacités et de leur potentiel. Ils échouent à accomplir des tâches cruciales pour atteindre leurs objectifs personnels, alors même qu'ils en sont capables. Ils montrent qu'ils savent faire le travail, ils ne le font tout simplement pas. Quelque chose les empêche de réaliser ce qu'ils doivent faire. Ils évitent ou sabotent les expériences agréables. Ils rejettent les occasions de plaisir et refusent d'admettre qu'ils se sont amusés. Ainsi, une fois de plus, le plaisir est pour eux une chose très frustrante et déroutante, qu'ils préfèrent éviter d'affronter. Leur apparence extérieure de réussite peut sembler extrêmement impressionnante. Ils peuvent cumuler toutes sortes de récompenses et de promotions, mais cela ne correspond pas à leurs sentiments profonds. Ils ne se sentent pas comme des gagnants intérieurement. Souvent, ils laissent passer des opportunités parce qu'ils craignent d'échouer en essayant.
Lorsqu'ils saisissent ces opportunités, ils abandonnent juste au moment où ils approchent du succès. Ils ont la vengeance comme mode de vie, ce qui signifie pour eux: tu m'as blessé, alors je vais te blesser en me faisant du mal à moi-même, je vais te blesser en échouant, donc je me venge en détruisant ma propre vie, et ça te peinera vraiment. Certains tentent de présenter tout cet échec comme une rébellion contre ces personnes bien pensantes, ces individus auto-justifiés. Je suis mon propre maître, je vais faire les choses à ma façon. Ainsi, ils essaient de se présenter comme des rebelles face à toutes ces personnes absurdes. Voilà quelques-unes des caractéristiques de ce piège de la vie d'échec. Je ne sais pas combien d'entre elles vous concernent. Nous avons examiné 27 cas, et si la plupart d'entre elles se comportaient ainsi, cela représente un véritable piège de vie pour vous. Passons maintenant à la phase de récupération. Danger. À quoi devez-vous être vigilant en entrant dans la récupération, là où ce piège de vie risque de se manifester et de vous faire potentiellement retomber dans la prison de l'échec? Vous ne prenez pas les mesures nécessaires pour développer des compétences solides dans votre carrière. Pour beaucoup de personnes en phase de récupération, cela signifie reconstruire une nouvelle vie. Cela veut dire trouver ce en quoi elles excellent. Cela inclut de découvrir la passion qui les anime, ce qui peut passer par une nouvelle carrière, l'apprentissage de nouvelles compétences, se lancer dans des hobbies ou s'engager dans du bénévolat. Tout cela implique d'apprendre de nouvelles choses et de s'améliorer. Si c'est votre piège de vie, quelque chose en vous résistera à l'apprentissage de ces compétences nécessaires, à votre engagement et à votre détermination à bien faire. Méfiez-vous de cela. Certains choisiront une carrière en dessous de leur potentiel. Ils opteront pour des activités, des opportunités de service et des emplois loin d'atteindre leur véritable niveau, car ils croient encore: « Oh, je vais échouer si j'essaie dans ce secteur plus élevé. Autant faire ça, car je sais à peu près que je peux y arriver. » Ils peuvent avoir des capacités formidables, mais ils accepteront un emploi payé au salaire minimum et se contenteront de vivre au jour le jour. Certains évitent de prendre les mesures nécessaires pour obtenir des promotions dans leur parcours professionnel. Vous vous débrouillez bien dans un poste de départ, mais vos compétences sont largement supérieures. Pourtant, vous ne demanderez pas de promotion. Vous ne vous exposez pas par peur d'être rejeté. Vous craignez que les autres disent « non », que vous n'êtes pas assez compétent et que cela confirme que vous êtes un échec. Ainsi, vous restez souvent prisonnier de cette peur, dans un emploi sans avenir, bien en dessous de votre niveau de compétence. Certaines personnes confrontées à ce problème d'échec refusent de travailler pour autrui parce que les autres peuvent leur rappeler leurs erreurs, exposer leurs défauts et révéler qu'ils sont des échecs. Par conséquent, ils se retrouvent à accepter des emplois de niveau débutant, des postes qui les tiennent à l'écart des personnes en position d'autorité. Ils essaient de rester invisibles, fuyant le regard d'autrui, et ainsi, ils ne supportent jamais de travailler pour quelqu'un d'autre ou d'évoluer au-delà des postes débutants afin d'éviter l'échec. D'autres prennent des emplois où ils réussissent, mais finissent par les saboter eux-mêmes. Ils procrastinent, arrivent toujours en retard, fournissent des performances médiocres, développent une mauvaise attitude et finissent par être licenciés. Tout cela se passe sans qu'ils réalisent qu'ils sabotent ce formidable travail. Certains quittent leur emploi même s'ils ne sont pas licenciés. Ils s'en sortent bien mais démissionnent, puis passent d'un travail à un autre. Dès qu'ils commencent à bien performer et qu'il semble qu'ils vont être promus et obtenir plus de responsabilités, ils quittent pour le job suivant. Et dès qu'ils réussissent là-bas, ils démissionnent encore une fois pour un nouveau poste. Ils ne restent jamais longtemps, ne s'investissent jamais dans un emploi pour progresser. Ils enchaînent simplement les postes. D'autres choisissent un travail où ils savent qu'ils vont échouer. Ils optent pour un poste qui ne correspond même pas à leurs compétences bien au-dessus de leurs capacités, juste pour décrocher ce job, se faire licencier, et ainsi prouver qu'ils sont des échecs. D'autres, lorsqu'ils sont au travail, ont toutes sortes de compétences et de connaissances, mais ne font jamais de suggestions ni ne partagent leurs avis lorsqu'ils font partie d'une équipe ou d'un groupe. Ils cherchent à rester invisibles. Ils ne donnent jamais de conseils, ne proposent jamais rien. Ils ont peur qu'en ouvrant la bouche, il devienne évident qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils redoutent d'être perçus comme des échecs, car au fond d'eux, ils se sentent fondamentalement stupides ou dépourvus de talent. Ils ont toujours réussi à tromper leur monde pour obtenir ce travail. Et maintenant, ils ne veulent pas que la vérité, qu'ils sont stupides et sans talent, soit dévoilée.
C'est ce qu'il faut surveiller. Est-ce que je fonctionne encore avec cette croyance que je suis stupide, que je n'ai aucun talent? Parce que, si c'est le cas, cela va perturber ma façon d'aborder n'importe quel emploi dans ma vie. Certaines personnes avec ce sentiment n'ont jamais l'impression de pouvoir devenir réussies. Elles se voient toujours comme des échecs. Leur stratégie est alors de s'appuyer sur quelqu'un de réussi, de fonctionner un peu dans son ombre, comme un trophée qu'on exhibe à son bras. Elles vivent par procuration à travers le succès d'un autre. D'autres se sentent comme des échecs complets, avec tous leurs défauts et faiblesses. Ils essaient de compenser en se focalisant sur d'autres atouts. Regardez mon corps, regardez ma voiture, regardez mon argent, regardez ma maison. Ce sont ces éléments extérieurs qui deviennent les preuves de leur réussite, mais à l'intérieur, ils se sentent totalement ratés dans leur être, dans ce qu'ils sont. Ils ne peuvent pas vivre avec ça, alors ils passent tout leur temps à construire une image basée sur des aspects superficiels. Quelques autres points à garder en tête. Soyez attentifs au moment où vous traversez des périodes de confusion. Dans les moments d'incertitude, on se demande souvent « Est-ce que je fais ça correctement? Suis-je sur la bonne voie? Est-ce là que je devrais aller ensuite? Est-ce le moment de changer? Et comment devrais-je m'y prendre ?» Car dans les périodes de confusion, des doutes surgissent. On commence à remettre en question nos choix, puis on se dit que c'est trop dur. Mieux vaut tout abandonner tout de suite. Je ne veux pas rester dans cette incertitude. Je ne veux pas naviguer dans ce flou jusqu'à ce que je trouve une solution. Je veux dépasser ces émotions désagréables. Alors, on a tendance à vouloir tout saboter. Parfois, ces moments de confusion peuvent être très dangereux pour ceux qui se retrouvent piégés dans cette spirale de la vie. Ensuite, sachez que lorsque ce piège de la vie lié à l'échec se met en place, nous parlerons des déclencheurs dans un instant. Cela active le cerveau limbique et soudain, la réalité se déforme. Vous avez des perceptions erronées, un raisonnement guidé par les émotions. Cela paraît vrai, cela semble juste, mais en réalité, c'est faux. Donc, soyez attentifs au moment où votre cerveau limbique s'enclenche, car cela fausse votre manière de penser à vous-même, à la vie et à ce que vous devriez faire. Il faut réussir à revenir à votre cortex. Soyez aussi vigilant face aux attentes irréalistes que vous pouvez avoir envers vous-même, en cherchant la perfection. Parce que si vous vous imposez des critères irréalistes, des standards rigides, vous ne pourrez pas les atteindre, et cela ne fera que vous conduire à l'échec. Les personnes aux exigences inflexibles finissent souvent par se sentir constamment comme des ratés. Prenez conscience de vos insécurités. Cela peut concerner votre corps, votre voix, vos compétences, votre intelligence, vos aptitudes sociales. Dès que vous êtes dans un contexte social où les autres vous observent ou interagissent avec vous, ces insécurités ressurgissent. Vous dites « S'il me juge, est-ce qu'il me méprise? Pense-t-il que je suis bête? Qu'il me trouve laid ?» Cela déclenche toute une cascade de pensées qui vous pousse à penser « Je suis un échec. Ils me perçoivent comme un échec. » Et on a alors tendance à tout saboter. Enfin, faites attention à vous comparer aux autres. Il existe une façon saine de se comparer, mais aussi une manière malsaine. La forme malsaine, c'est de me comparer aux forces des autres pour mettre en lumière mes faiblesses. Je me sens toujours inférieur et c'est ce que certains font. Cela les pousse à retomber sans cesse dans ce sentiment d'échec. Alors, comment pouvons-nous guérir? Si c'est une prison pour vous, que pouvez-vous faire pour changer cela? J'espère que vous le voyez comme quelque chose de modifiable. Il y a de l'espoir, mais cela demandera beaucoup d'efforts. Comprenez bien d'où vient votre piège de vie. Comprenez les origines, ce qui a contribué à ce que l'échec vous semble justifié, normal, votre mode de fonctionnement par défaut. Ensuite, identifiez ce qui déclenche cela aujourd'hui. Voici vos déclencheurs principaux. Chaque fois que vous ressentez du stress ou de l'anxiété et que vous commencez à vous sentir dépassé, cela déclenche la pensée « Oh, je pourrais échouer », ce qui peut vous pousser à vous saboter. Chaque fois que vous vivez un échec ou une déception, vous vous dites « Ah, voyez, je suis un raté ». Chaque fois que vous êtes blessé et ressentez une grande colère, cela peut vous amener à penser « Voyez, les autres me méprisent. Je ne sais rien faire correctement. » Et alors, vous décidez de leur nuire en échouant. Lorsque vous traversez des périodes de dépression, des moments de grande perte et de chagrin pour beaucoup, cette douleur émotionnelle intense peut les amener à se dire « Voyez, ça prouve juste que je suis un perdant, parce que je devrais toujours être heureux. » Chaque fois que vous vivez un changement ou que vous faites face à l'inconnu,
cela peut déclencher cet instinct d'auto-sabotage et vous ramener à ce sentiment familier d'échec. Mais soyez aussi attentifs aux choses positives qui peuvent tout autant le déclencher. Ce ne sont pas uniquement les épreuves négatives qui provoquent cela. Par exemple, si vous réussissez quelque chose, si vous ressentez des émotions positives, si vous vivez des expériences merveilleuses de connexion et d'amour, et que vous vous sentez vraiment bien, cela peut vous faire penser « je ne mérite pas ça ». Je dois revenir à ce sentiment de mal-être. La troisième étape pour guérir est de prendre conscience des schémas qui se mettent en place une fois ce piège déclenché, afin de pouvoir commencer à les interrompre. Si vous parvenez à identifier un déclencheur, vous pouvez vous empêcher de retomber dans vos anciennes réactions, qui sont très nocives et blessantes, pour vous comme pour les autres. Commencez donc à dire d'accord, voici les étapes que je suis quand je suis déclenché, et voici où mes pensées m'emmènent. Voici où vont mes émotions, voici où vont mes comportements. Pour certaines personnes, lorsqu'elles sont déclenchées, la première réaction de leur cerveau est de retourner à une vieille habitude, une ancienne manière de gérer la douleur, une forme d'auto-dévalorisation. Elles replongent alors dans la consommation de drogue. Elles reviennent à de vieux comportements destructeurs. Elles se tournent vers des distractions. Elles adoptent des comportements à risque. Soyez attentifs aux comportements auxquels votre cerveau veut revenir dès que vous vous sentez comme un échec. D'autres, lorsqu'ils se sentent comme un échec, arrêtent de répondre à leurs propres besoins, qu'ils soient physiques, émotionnels, intellectuels, relationnels ou spirituels. Ils se disent simplement « Non, je ne le mérite pas. Je ne vais pas prendre soin de moi. » Cela aggrave la situation. C'est comme si cela déclenchait un effet domino. Ce que nous cherchons à faire, c'est d'arrêter les dominos avant qu'ils n'aillent trop loin. Car plus ils tombent, plus vous vous enfoncez dans un endroit sombre d'où il est difficile de sortir. D'autres se tournent immédiatement vers l'autocritique, se montrent durs envers eux-mêmes, aucune compassion pour soi. Ils ressentent le besoin de se réprimander. Une fois déclenchés, c'est presque comme s'ils devenaient plus perfectionnistes. Tout doit soudainement être parfait. C'est vers cela qu'ils se dirigent. D'autres basculent aussitôt dans la pitié pour soi. Pauvre de moi, je ne réussis rien, la vie est nulle, personne n'est là pour moi. Ils restent là, figés dans cette compassion pour soi. Et ce n'est pas un endroit agréable. Lorsque ce déclencheur d'échec se manifeste, ce qui peut arriver assez tôt, vous pourriez vous surprendre à procrastiner. Il est important de le remarquer, car si vous aviez réussi à ne pas procrastiner et que vous recommencez soudainement, que se passe-t-il? De quoi s'agit-il? En général, c'est parce que vos sentiments d'échec ont été déclenchés. Une fois que ce sentiment d'échec est activé, les gens ont tendance à recommencer à se comparer aux autres. Peut-être avez-vous commencé à dépasser cela et cessé de vous comparer sans cesse aux autres, mais si, tout à coup, vous recommencez, c'est signe que quelque chose ne va pas. Dès qu'ils se sentent un échec, beaucoup commencent à s'isoler. Ils se retirent des autres, ils ne veulent pas être entourés car ils pensent que tout le monde les méprise. Donc, si vous vous surprenez à vous éloigner des autres, que se passe-t-il? Cela pourrait être cette prison de l'échec. Certains ressentent toute cette douleur. Encore une fois, ils se disent « je mérite de me sentir bien » et s'engagent alors dans des comportements sexuels à risque. Ils adoptent des comportements sexuels imprudents. Dès qu'ils commencent à se retirer des autres et se sentent en échec, ils refusent toute aide. Ils rejettent les personnes qui tentent de se connecter avec eux. Ils refusent ceux qui essaient de les soutenir. Ils ne veulent tout simplement pas y accéder. Un bon signe d'alerte, un comportement que vous pouvez détecter tôt, c'est de devenir impulsif. Impulsif dans les dépenses, dans l'achat de choses, ou impulsif dans l'alimentation. Donc, soyez vigilants à tout cela. D'autres montrent par leur comportement qu'ils commencent à saboter leurs relations. Ils sont en colère contre eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas, alors ils s'en prennent aux autres pour leur faire du mal. Certains adoptent des comportements autodestructeurs. Ils commencent à se couper, ils se font du mal d'une façon ou d'une autre. Pour certains, c'est un retour aux drogues et à l'alcool. Un signe d'alerte précoce peut être un retour au tabagisme. Cela fait des années que vous n'avez pas fumé, mais tout à coup, vous vous remettez à fumer. Soyez attentifs à cela. Certains remarquent qu'ils commencent à jurer plus que d'habitude. D'habitude, ils ne jurent pas beaucoup. Ils en ont un peu, ce qui est sain et normal. Mais tout d'un coup, ils jurent à tout propos. D'autres abandonnent leur routine saine habituelle. Toutes les choses qu'ils ont intégrées à leur vie de rétablissement,
Les activités qu'ils pratiquent chaque jour pour répondre à leurs besoins, ils cessent de les faire. Soyez vigilants à cela. Vous pouvez le détecter et le stopper. D'autres commencent à ne plus respecter leur heure de coucher. Ils se retrouvent à veiller plus tard, ce qui peut être très dangereux. Alors, faites attention à cela. Certains constatent qu'ils ont du mal à être présents, à se concentrer, et s'engagent alors de plus en plus dans des distractions inutiles. Certains renouent avec une personne de leur passé, avec qui ils avaient dû mettre des limites parce que la relation était toxique et nuisible. Mais maintenant, tout à coup, ils souhaitent reprendre contact. Ils veulent aller boire un café avec cette personne. Voilà donc les déclencheurs. Ce sont les comportements qui apparaissent à la suite de ces déclencheurs. Ce sont des dominos dont vous devez être conscient en tant que signe d'alerte afin de pouvoir les arrêter et revenir à des outils sains plutôt que de céder à ces anciens mécanismes. J'espère donc que vous voyez que cela demandera beaucoup d'essais et d'erreurs. Ce sera un processus d'apprentissage lent et chaotique. Mais en persévérant, vous continuerez à grandir et à constater votre propre évolution. La prochaine chose que je souhaiterais encourager chez les gens, c'est d'essayer d'observer les schémas dans leur comportement. Commencez à chercher une progression commune entre ces comportements. Alors, quel domino tombe généralement en premier? Ensuite, quel est le deuxième domino? Et puis le troisième, essayez de comprendre un peu comment votre schéma se déploie. Alors, commencez à réfléchir de manière très concrète en vous demandant « Comment puis-je changer ce schéma? Au lieu de manger trop, que pourrais-je faire? Au lieu de contacter un vieil ami qui n'est pas bon pour moi, que pourrais-je faire? Au lieu de dépenser de l'argent impulsivement, que pourrais-je faire? Au lieu de rester éveillé tard le soir, que pourrais-je faire? » Sortez donc de votre cerveau limbique, revenez à votre cortex et déterminez quel serait l'outil sain à utiliser pour gérer ces sentiments d'échec sans céder à vos anciens réflexes. Certaines personnes trouvent utile, et c'est très pratique, d'avoir des fiches sur lesquelles elles notent. D'accord, quand je ressens cet échec, voici ce que j'ai tendance à faire. Voici ce que je vais faire à la place. Elles écrivent par exemple, au lieu de manger, je vais appeler quelqu'un, je vais méditer, je vais faire quelque chose de sain pour remplacer ça. Donc, elles notent cela sur une fiche, la collent sur leur frigo, et dès qu'elles sont déclenchées, elles peuvent la consulter immédiatement. Cela les ramène dans leur cortex. Soyez conscient que vous pourriez avoir besoin d'aide pour cela. Vous pourriez avoir besoin d'un mentor, d'une famille de substitution ou de quelques amis bienveillants qui vous encourageront et vous soutiendront et vous aideront à rester responsable. Ils seront là pour vous accompagner pendant que vous faites ces changements. Il y a quelques autres points que je pense pourraient vous être utiles. Arrêtez-vous et observez ce sentiment d'échec, car votre cerveau suppose qu'il est basé à 100 sur des faits, alors qu'en réalité il repose sur « oui, vous avez parfois échoué », mais souvent ce que vous avez pris pour un échec n'était pas vraiment un échec, D'autres ont peut-être dit que vous avez échoué, ou vous n'aviez pas les bons outils pour résoudre vos problèmes. Mais maintenant, vous avez ces outils, donc vous n'êtes pas un échec, et vous ne vous reprendrez pas à échouer sans cesse. Déconstruisez vraiment ce sentiment d'échec et la croyance fondamentale qui y est attachée, et remettez-les en question. Identifiez les mensonges et les distorsions, puis remplacez-les par la vérité. Une autre chose très importante pour beaucoup de personnes, c'est le travail sur l'enfant intérieur. Rapprochez-vous de cet enfant qui se sent exilé, qui se considère comme un raté total, qui se sent rejeté et abandonné, qui pense qu'il ne sera jamais assez bien. Apprenez à aimer cet enfant, à le chérir et à vous connecter avec lui. Aidez cet enfant à comprendre que ce qu'il a vécu n'est pas la vérité à son sujet. Ces blessures ont été infligées par des personnes instables, avec leurs propres problèmes, qui abusaient de leur autorité. Mais cela ne reflète en rien la réalité de cet enfant. Aidez vraiment cet enfant à devenir son propre parent pour commencer à guérir. Ensuite, enfin, commencez à vous concentrer sur vos forces. Commencez à écrire. Voici mes compétences, voici mes talents, voici mes capacités, voici mes passions. En vous focalisant sur ces éléments, vous vous construisez une image plus juste de vous-même et c'est essentiel. Eh bien, voilà un autre vendredi soir qui se termine. J'ai un poids sur le cœur quand je pense à combien de personnes vivent dans cette prison de l'échec. Elles veulent réussir, mais quelque chose les pousse sans cesse à s'auto-saboter et à retomber dans l'échec. Il est tellement difficile de s'en sortir, mais c'est indispensable, et j'espère vraiment que cela vous aidera à y parvenir. Eh bien, d'ici vendredi prochain,
Passez un excellent week-end. Merci.